Wikasa, donc vous êtes une centaine de personnes, c'est la marketplace de services à domicile. On a une app customer, une app pro. Tous les soucis qu'ils pourraient avoir en travaillant en direct chez des clients, en fait, ils ne vont pas les avoir avec nous parce qu'on est une plateforme tierce de confiance. On travaille vraiment la LTV dès l'acquisition. Ça nous permet de prédire la valeur d'un nouveau client. Donc ça, c'est une info qu'on va renvoyer de manière micro à toutes les plateformes publicitaires. De la même manière qu'on le fait côté conversion, on ventile la performance par canal, et bien côté awareness, on va pouvoir ventiler la génération de notoriété par canal. Salut Marine. Salut Théo. Tu es Head of Acquisition et CRM chez Wikasa. Wikasa, donc vous êtes une centaine de personnes, c'est la marketplace de services à domicile. Toi, tu les as rejoints il y a 4 ans. Oui, tout à fait. À l'époque, vous étiez 30, donc l'équipe a pas mal grossi depuis. Et la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est parce que les problématiques que tu traites au quotidien sont très intéressantes et il y a beaucoup de finesses qu'on va pouvoir traiter ensemble aujourd'hui. Je les donne pour que nos éditeurs puissent savoir un peu à quoi s'attendre. Vous êtes déjà une marketplace, donc vous avez la partie supply et la partie demand, sur laquelle il faut faire l'acquisition pour les deux. Vous êtes présent au UK et en France. Seconde grille d'analyse. Ensuite, vous êtes sur le web et vous avez aussi une app. Vous êtes multivertical. La plus représentée, c'est le ménage. Vous avez le bien-être et la garde d'enfants, surtout en France. Et vous faites des investissements en brand et en perf, d'ailleurs. Et vous avez aussi une croyance sur le sujet, une doctrine du moins, qui est un peu originale. Donc, on va parler de tous ces sujets-là. Avant, est-ce que j'ai oublié un point important pour te présenter, Marine ? Ah non, c'est hyper clair, Théo. Merci beaucoup. Très content d'être là avec toi aujourd'hui. Je crois que tu as fait quelques boîtes avant que donc, nos auditeurs pourront connaître, il me semble, notamment Legal Place, j'avais noté aussi. Ouais, un petit passage chez Legal Place, chez Mister Auto aussi, ouais. Et ventunique.com. Qu'est-ce qui a été différent quand t'es arrivé chez Wikasa ? Est-ce que tu as reconnu des problématiques et tu as appliqué le playbook que tu appliquais avant ou... Ce qui était très différent, je pense, c'est l'importance accordée à la marque, en fait. Ouais. Donc ça, là-dessus, j'ai toujours évolué chez des pure players web, mais on était ultra perf. Et là, je pense que c'est là-dessus que j'ai vraiment le plus appris, côté marque. Elle ressemble à quoi l'équipe quand t'es arrivée ? Eh bien, j'étais toute seule. Ok. Création de poste de plus. Ouais. Donc, toute seule avec quand même une petite agence SIA, un freelance sur les social ads. Mais effectivement, c'était aussi une des missions pour lesquelles j'étais recrutée, enfin, m'occuper de l'acquisition et staffer l'équipe. Bah, peut-être qu'on peut prendre... Alors, j'ai pas forcément d'ordre prédéfini pour traiter tous les sujets que j'ai donnés, mais je pense qu'on peut les prendre par l'ordre chronologique, en fait. Quand t'es arrivée, déjà toute seule, à quoi ressemblait la problématique ? Sur quoi est-ce que tu as commencé par te focus ? Peut-être que vous n'aviez pas toutes ces finesses aussi à l'époque. Et comment elles sont en fait arrivées dans le temps ? Sur quoi tu as commencé à bosser quand tu es arrivé ? Ouais. Moi, je venais du monde du search, donc ultra facile de scaler le compte Google Ads en 3 mois. Enfin, ultra facile. Hyper prétentieux. Le problème, c'est qu'après, on atteint assez vite un plafond. Ouais. Donc ça a été vraiment le premier focus, SIA et même SEO, en fait, de manière peut-être un peu moins rapide, mais globalement, j'étais très search. Après, c'était aussi mon domaine d'expertise très très fort. Donc c'était en direct, j'ai fait beaucoup de modifications là-dessus et ça a payé tout de suite. Donc ça a été la première chose. Puis moi, je suis arrivée fin janvier 2020. Donc on a été confinés assez rapidement après et ça a retardé en fait aussi la structuration d'équipe. Et donc on va dire que la deuxième chose que j'ai faite cette année-là, ça a été d'accompagner le lancement de la garde d'enfants en France, on l'a évoqué, ça, c'était un nouveau service. Et puis, deuxième partie d'année, recruter 3 personnes pour l'équipe, avec une organisation assez classique, j'ai envie de dire, par expertise. Donc, 3 personnes, une personne sur le SEO, ensuite une personne sur tout ce qui est social ads, CRM et app acquisition, et une dernière personne sur tout ce qui est SIA et campagne offline. À quel moment tu as ressenti le besoin de recruter quelqu'un ? Parce qu'au début, le SIA, c'est toi qui gérais, par exemple ? Ouais, avec l'agence. Ouais. Ok. Quand est-ce que tu es passé à quelqu'un en interne ? Donc, en interne, on est passé... En fait, en 2021, début 2021, je suis partie en congé mat, donc c'était pas trop le bon moment pour internaliser le sujet, même si c'était ma volonté. Donc, on l'a fait fin 2021. À peu près. Tu peux peut-être nous décrire un petit peu ce que vous avez fait en SIA, parce qu'en 3 mois, tu as scalé le compte. Je pense que tu as plein de gens qui ont envie de te mettre en pause et de poser une question à ce moment-là. Franchement, c'est repartir de la base. La base, ouais. C'est quoi ? C'est les requêtes. Enfin, le marché en SIA, c'est les requêtes, le volume de requêtes. Donc là, j'ai crunché un peu toute la donnée, exploré toutes les requêtes qu'on loupait, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment du gain facile à CAC constant. C'est juste aller être présente davantage sur l'ensemble des requêtes qui sont pertinentes pour Wikasa. Et notamment, à l'époque, par exemple, sur les univers du bien-être, donc tout ce qui va être coiffure, massage et beauté à domicile, je suis allée très très loin sur l'exploration de mots-clés qui n'étaient pas domicile.
Donc en fait, juste quelqu'un qui tape esthéticienne à Paris, moi je considérais que c'était ultra pertinent. Et donc j'ai beaucoup accéléré là-dessus. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on avait un modèle qui était assez discriminant sur non-domicile versus domicile, où on disait que sur le domicile, il fallait avoir une rentabilité plus élevée puisque les gens sont plus engagés, etc. Moi j'ai fait une espèce de melting pot et en fait, peu importe, je veux avoir la même perf partout. Sinon c'est pas gérable déjà d'un point de vue gestion de compte, gestion de campagne, etc. Et puis ça nous permettait d'aller explorer sans risque le non-domicile, parce que quand on l'élargit, quand on élargit le volume de requêtes, le volume d'impression, de clics, si on est prêt à accepter un CAC plus élevé, à la fin, ça dégrade le CAC global. Donc moi, j'ai beaucoup simplifié la structure de bidding. Élargissement des requêtes ciblées. Et puis, dernièrement aussi, en troisième point, je dirais, c'est rationalisation du compte. On avait quasiment une campagne par région. Donc, on a dit marketplace, donc il y a une dimension de couverture géographique. Et là, en fait, la géographie, je l'ai un peu fait sauter progressivement. Donc, zone mature versus zone non mature. Mature, ça veut dire qu'on a une supply, donc on a un réseau de pros suffisamment conséquent. Et non mature, c'est que le réseau de pros est pas encore très grand, très profond. Et puis, les clients nous connaissent encore peu. Donc, en fait, on est prêt à dégrader la rentabilité dans un premier temps. Mais globalement, voilà, 2 zones. Simplification des zones versus 10 ou 15. Okay. Quand tu dis zone non mature, c'est les villes au sein de... Ouais. Parce que vous avez aussi cette finesse-là. Exactement, bien sûr qu'on a cette finesse-là. Vous ne couvrez que certaines villes. Exactement. Aujourd'hui encore, on n'est pas présent dans toute la France. Enfin, on y arrive, hein, mais on est présent dans toutes les grosses villes françaises, mais pas l'intégralité du territoire. Alors, comment ça se passe ? Bon, je pense que c'est notre bonne porte d'entrée pour gérer toutes ces problématiques-là. Quand vous ouvrez une ville, et vous avez... Alors, vous commencez, c'est supply, demand. Comment vous choisissez ? Est-ce que vous allez en UK, en France, vous prenez comment ? L'app, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le playbook ? C'est hyper intéressant et en même temps hyper complexe comme question. Ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup progressé là-dessus en interne. Parce qu'à la fin, c'est de la coordination. C'est un sujet de coordination, data. Et à ce moment-là, il faut que je reprécise juste. Donc, au début, j'étais recrutée pour l'acquisition de nouveaux clients. Puis, courant 2022, on s'est rendu compte qu'on était aussi contraint dans notre croissance par la profondeur de supply. Donc, ça devenait un sujet clé d'étendre plus vite et de mettre du budget sur le réseau de pros. Et pas que via les bizdev, les sales en interne qui vont aller signer ces pros, mais aussi en amont via l'acquisition de leads côté market, dans mon service. Donc, j'ai 2 pôles, un pôle supply, un pôle... demand. Et effectivement, les villes qu'on va ouvrir, en fait, on a pas mal simplifié le sujet, mais ça va être une ville d'une taille suffisante, avec une densité de population intéressante. Donc ça, c'est la priorisation. Donc évidemment, en France, on a commencé par Paris et au UK, on a commencé par Londres. On branche la supply. Quand on commence à avoir un peu de lead dans le pipe, en fait, nous, la supply, on la regarde, c'est un pro qui va vraiment s'activer. Et un pro activé, c'est un pro qui a délivré sa première session. Donc si on n'active pas un tout petit peu de flux customer en face, les pros s'activent jamais. Donc ça aussi, c'est un enjeu de vraiment d'être toujours un peu sur l'arbitrage et l'équilibrage supply-demand. Tu lances les deux avec de l'ADS, du coup. Donc on lance, plus exactement, on lance vraiment la supply. Dès qu'on voit qu'on commence à avoir des pros qui avancent dans le funnel de conversion, là, on va pouvoir brancher un peu de demand. C'est quoi le funnel pour un pro ? Il se sign up sur le site. Ouais. Ensuite, il va parler à plusieurs reprises à nos sales. Et il doit charger ses documents dans l'app. Donc, il a aussi des étapes, on va dire, qu'il fait de manière autonome. Et puis, sur la France, on travaille qu'avec des auto-entrepreneurs. Donc, il va y avoir tout ce qui est potentiellement demande de certification Nova, etc. pour déposer leur statut. Et donc, le cycle de conversion se fait pas en 2 jours, quoi. C'est une population qui ressemble à une population de particuliers. Ça reste des pros. Et donc, ça prend un certain temps, en fait, de signer les pros. Ok. Et donc, ça veut dire que tu commences par donc, le côté supply. Oui. Dès que ils sont pas encore totalement onboardés sur la plateforme, forcément, ils n'ont pas délivré leur premier truc parce qu'il n'y a pas encore de clients. Enfin, leur première prestation, pardon. Exactement. Et à ce moment-là, donc là, vous lancez l'acquisition de customers. Et via Meta Google ? Via Google en premier, parce que c'est moins sensible. L'algo repart pas en apprentissage à chaque fois. Et Meta, quand on fait des modifs importantes. Mais globalement, c'est ça. Et en fait, par exemple, sur la France, on est très très fort en SEO. On a même, pour être plus précis, on n'a même pas forcément besoin de brancher du SEO. C'est-à-dire que le SEO suffit à activer les pros, les premiers pros. Ouais, tu crées juste ta page ménage. Ouais, c'est ça, exactement. Les pages locales, en fait, correspondantes, exactement. Et puis même sur des pages plus génériques comme femme de ménage à domicile. En fait, on est déjà référencé à peu près dans toute la France, sans notion de localité particulière. Ok, donc c'est juste un enjeu de supply, en fait, de lancer. C'est juste un enjeu de supply. Oui, c'est beaucoup un enjeu de supply. D'ailleurs, c'est, dans mon équipe, c'est une des missions de Estelle qui s'occupe de l'acquisition de leads côté pro.
une des deuxièmes missions, c'est l'expansion géographique. Donc en fait, c'est elle qui est honneur de ce sujet. Et si on se penche un peu plus en détail sur l'acquisition, du coup, donc les côtés des auto-entrepreneurs, pardon. Quand tu dis les sales, ce sont des sales qui acquièrent les leads via de la pub ou autre moyen? En fait, les sales traitent tous les leads qu'on leur envoie. Donc, les leads sont acquis exclusivement par le marketing. Ouais. Et même, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le lead s'inscrit via un formulaire sur notre site et doit prendre rendez-vous ensuite. Et les sales traitent les rendez-vous pris par les leads. Et donc, nous, notre rôle de marketing, ça s'arrête, entre guillemets, à la prise de rendez-vous. Et ensuite, c'est aux sales de traiter. D'accord. Et c'est quoi les canaux d'acquisition côté pro, en fait, on est super diversifié, mais globalement, c'est à peu près comme côté customer. Donc, on va avoir du SIA, du SEO, du bouche à oreille. Et puis, la petite particularité, c'est que les job boards, donc type Indeed, Le Bon Coin, fonctionnent bien aussi sur cette population. Donc, en fait, des sites spécialisés dans les annonces de recherche d'emploi. Est-ce que le profil d'auto-entrepreneur qui marche bien sur Wikasa, c'est quoi, genre, votre ICP là-dessus? Pourquoi est-ce que la personne va s'inscrire sur Wikasa? Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Une question super complexe. C'est genre, une personne la question, c'est comment vous vendez simplement Ouais, en fait, qu'est-ce qu'on leur vend? On leur vend une rémunération attractive. Ouais. Aujourd'hui, on paye 14 € de l'heure, enfin même 18 € brut. Donc ça, c'est le point clé, c'est l'AREM. Et qui marche sur toutes les verticales, du coup? Qui marche principalement sur le ménage. C'est vrai que sur le bien-être, en fait, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des pros. C'est pour ça que c'est un sujet qui est arrivé quand on a voulu s'étendre beaucoup plus vite sur le ménage. Parce qu'on est beaucoup moins contraint par la supply sur le côté bien-être, puisque les pros viennent avec les pubs customer. D'accord, ok. On va dire naturellement. Ah oui, ok. Voilà. Donc, la rémunération, évidemment, et on n'a vraiment pas à rougir du niveau de REM par rapport au marché. Et puis, le deuxième, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'ensuite, on soutient le travail des pros en leur apportant des missions qu'ils sont complètement libres d'accepter ou de refuser. Donc, c'est la liberté en termes de missions, en termes de nombre d'heures qu'ils vont accepter ou non, qu'ils vont faire par semaine ou non, de la localisation des sessions, etc. Donc en fait, c'est la liberté avant tout. Ok, parce qu'avant, c'était des gens qui du coup trouvaient leurs clients en local ou avec des petites marketplaces ouais, peut-être déjà... Pas forcément des petites marketplaces, mais qui avaient d'autres le profil, il est très très éclaté, mais potentiellement étaient en recherche d'emploi, potentiellement travaillaient chez d'autres... concurrents, mais en mode salarié, ou bien juste faisaient complètement autre chose et en fait ont besoin on a beaucoup de femmes dans nos profils pro, avaient besoin en fait de plus de liberté dans leur emploi du temps. Naissance d'un enfant par exemple, on a pas mal de pros comme ça, ou sont étudiants et ont besoin de rémunérer de payer leurs études. D'accord, donc ça c'est le message principal qui marche bien pour convaincre les pros. Il y en a d'autres qui... Franchement, c'est les deux principaux et c'est ce que les pros nous disent en fait. Enfin, on l'a pas inventé, c'est vraiment les pros qui sont attachés à Wikasa et qui continuent de travailler avec nous année après année. C'est vraiment cette liberté, et évidemment. Alors après, évidemment, c'est le côté aussi, c'est l'outillage, c'est-à-dire que notre app côté pro, parce qu'on a une app customer, une app pro. C'est un super outil qui va facturer à leur place, qui leur assure d'être payé pour chaque session, peu importe que le client est payé ou pas, soit fraudulé ou pas, etc. En fait, tous les soucis qu'ils pourraient avoir en travaillant en direct chez des clients, en fait, ils vont pas les avoir avec nous parce qu'on est une plateforme tierce de confiance. On leur apporte une assurance. Enfin, il y a vraiment plein d'autres avantages annexes, effectivement. L'application pro, elle vous sert aussi à faire de l'acquise ou pas? De l'acquise client, non. L'inverse, c'est vrai. Côté customer? Ouais. Okay. Un petit peu. À la marge. On y viendra après. J'essaie juste de faire en sorte qu'on n'oublie rien sur la partie professionnelle. Alors, tu disais, tu as dit un truc intéressant sur les villes que vous choisissez d'ouvrir. Alors, tu m'as donné un critère, c'était une ville avec une densité de population importante, mais même en fait, nous, on raisonne pour les aficionados de marketplace, en fait, on raisonne en logique d'unité urbaine. Donc, c'est la continuité du bâti. Et donc, par exemple, Paris, l'unité urbaine de Paris, c'est quasiment toute l'Île-de-France. Il y a quelques zones où il y a de la forêt et globalement, c'est pas dedans. Mais pourquoi c'est important pour nous? Parce que pour les marketplaces, toute la criticité, c'est de réussir tu l'as un peu dit à un moment, mais c'est à matcher l'offre avec la demande, en fait. Et donc, pour nous, c'est de proposer des missions à des pros le plus près de chez eux pour réduire leur pénibilité et leur temps de transport, etc. Donc, en fait, plus on va avoir une ville dense en termes de population, mieux ça marche. D'accord. Et c'est quoi une ville mature pour vous?
Alors, on n'est jamais vraiment mature parce qu'on va continuer de scaler très très fort, mais la ville la plus mature aujourd'hui, c'est Paris. Ok, et ça veut dire qu'à partir de quand est-ce que vous dites D'accord. Alors, mature d'un point de vue, oui, d'un point de vue équilibre supply-demand, c'est quand on a des indicateurs internes, c'est quand on arrive à matcher un certain pourcentage de demande avec l'offre. Au-dessus d'un certain pourcentage, on considère que c'est mature. Ok, et dans cette situation-là, vous arrêtez de faire de l'acquise en pro On arrête quasiment de faire de l'acquise. En fait, c'est plus ou moins, on n'arrête pas, mais on arrête de payer côté market pour faire de l'acquise en organique, pro. du coup. Voilà, que de l'organique, ça suffit largement. Bouche à oreille, SEO suffisent largement à combler les besoins. Alors peut-être qu'on peut rentrer du coup. Non, alors je suis toujours sur la partie côté pro. Sur le SEO, je pense que nos auditeurs auraient des questions là-dessus. Comment est-ce que vous avez travaillé ce sujet-là? Si tu avais des conseils à donner aux gens qui ont des problématiques un peu similaires aux vôtres. Sur l'acquise côté pro? Ouais. Écoute, franchement, on est quand même relativement assez peu mature là-dessus. Enfin, on est très multicanal, mais le SEO, on pourrait aller beaucoup plus loin, par exemple. Moi, je pense que ce qui a joué pas mal, il y a 2 canaux auxquels je pense. Les job boards, c'est en fait battre les concurrents. Et la concurrence, c'est pas forcément d'autres offres d'emploi en ménage. Ça va être en fait toutes les offres auxquelles nos pros potentiels pourraient s'inscrire. Et donc, c'est avoir le meilleur référencement sur ces plateformes externes. Donc, en fait, c'est du SEO, mais sur Indeed, sur Le Bon Coin. Et donc, on a beau mettre des budgets, en fait, c'est avec des enjeux de taux de clic, de taux d'impression, etc. C'est des mécaniques qu'on connaît bien, qu'on maîtrise plutôt pas mal. Et après, côté social ads, pour le coup, le sensiblage fonctionne pas du tout. On est sur du lookalike qui marche très très bien, éventuellement du centre d'intérêt, parce qu'en fait il faut pas être trop large non plus. Donc recentrer sur du lookalike de pros qui travaillent déjà avec nous, ça marche bien. Ok, d'accord. Et c'est marrant, donc il y a un SEO spécifique au Bon Coin et Indeed, il y a une façon de se référencer. Ouais. En fait, même c'est le cas sur toutes les autres marketplaces par exemple, mais il y a une façon de battre la concurrence. L'enjeu c'est d'imprimer, puis de faire cliquer sur ton annonce, puis de faire postuler en fait. Donc tu as une espèce de taux de conversion que tu ne maîtrises pas vraiment, enfin qui est externe, t'as pas toute la data, t'en as un peu. Il y a un moment, par exemple, sur la ville de Paris, on avait multiplié massivement le nombre d'ads pro pour cibler tous les arrondissements. Donc et puis multiplié, croisé par tout le wording, genre ménage à domicile, femme de ménage, aide ménagère. Enfin, on est vraiment bombardé. Puis après, on kill en fait les ads qui cliquent moins et on se recentre sur ce qui marche le mieux. En fait, tu parles bien d'ads Le Bon Coin. Ouais, d'ads sur Le Bon Coin ou sur Indeed. Donc en fait, c'est vraiment, c'est presque de l'A/B testing en externe, quoi. Ok. Et sur la partie organique pure, il y a aussi des bonnes pratiques? Sur la partie organique pure, on n'est pas encore hyper bon parce que par exemple, on n'a pas de page locale, donc en fait, ça manque. C'est quoi une page locale? Une page locale, ça répondrait à la requête, par exemple, aide ménagère à Lyon. Ok. Et donc, ça veut dire que vous avez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a principalement une page d'inscription qui va supporter qui est la seule porte d'entrée en fait d'inscription sur le site. Ouais, globalement. Très clair. Je réfléchis si j'ai d'autres choses sur la partie pro. On y reviendra certainement. Parlons demande cette fois-ci. Je suis intéressé déjà de savoir parce que tu disais qu'il y avait des villes qui sur la partie customer en fait en organique ça suffisait au moins à lancer la ville. Oui. À partir de quand est-ce que vous lancez du paid sur une ville? Et ben en fait, on en revient à ce ratio de liquidité en fait. Quand on a un volume suffisant de demandes, donc pour que ce soit fiable, c'est juste pour la significativité des données, et que le taux de matching est relativement bon. Donc on match plus de X% de nos demandes. Dans ces cas-là, on bombarde côté customer. Et donc ça veut dire que vous avez un pilotage du budget marketing? Parce que j'imagine que ce ratio il est pas stable. Il y a des pros qui doivent churn. Oui, il y en a très peu de churn au début à l'ouverture. D'accord, ok. Je veux dire, après, plus tard, quand la ville se développe, le budget marketing, vous, c'est toujours, je regarde mon ratio, et donc je réévalue, peut-être vous avez une récurrence pour... Tous les mois. Tous les mois, ok. Ouais. On le pilote de très près, par ville. Ok. Vous avez combien de villes en France? C'est clair, mais beaucoup. Ouais. D'accord. Peut-être qu'on peut rentrer du coup dans la question que se posent les gens, c'est un petit peu quel est votre système d'acquisition. Je ne sais pas si c'est pertinent de faire une différence entre les nouvelles villes, les nouvelles villes sur lesquelles vous sentez que vous devez faire de l'acquise, ou alors de manière générale. Parce qu'après, en fait, soit on est on, soit on est off, on simplifie. Et donc après, c'est la même méthode et on déroule, quoi. Ouais. Ok, écoute, tu veux nous en parler Yes. Écoute, on est donc effectivement on est web et app. Les deux plateformes, enfin les deux médias servent à acquérir des nouveaux clients. Et ensuite, on va être assez diversifié dans les canaux, assez classiquement. Enfin, j'ai un peu spoilé, mais on fait du Google, que ce soit SEA ou SEO. On fait beaucoup de social ads. Et on fait de l'influence. On fait des campagnes offline. Et puis le meilleur de tout, ça va être le bouche-oreille.
Ça, on le fait très très bien. Qui est un canal sur lequel tu as assez peu de prise ou alors... Complètement. C'est très facile. Non, la prise, c'est un bon produit, un bon customer success, une super marque. C'est vraiment... c'est vraiment ça la clé. Ok, écoute, on va pas rentrer en détail dans un peu tout ce que tu nous as donné. J'ai envie de commencer par le offline. Est-ce que tu nous expliques, vous ciblez quel média ? Ouais. Comment et quelle part du mix marketing est-ce que ça représente ? Donc le offline, derrière, on va dire qu'il y a tout ce qui est campagne télé. On n'en fait pas tous les mois, parce que c'est des sacrés budgets, mais on va dire une campagne télé par an à peu près. Et puis affichage. Donc l'affichage fonctionne bien aussi pour nous. Donc ça va être globalement les 2 canaux offline, avec la petite nuance d'ailleurs, on pourrait les appeler awareness plutôt, puisque l'affichage peut être digital et donc c'est plus trop du offline, mais en tout cas ça a la problématique de ne pas être traqué comme des social ads ou du SEA, même du SEO. Et sur le budget, on va dire qu'on est sur du 15-20% du budget global là-dessus, grosso modo. Pourquoi 15-20 ? C'est un peu une règle qu'on s'était fixée au début, et puis avec laquelle on joue. Enfin, ça a pu être moins, ça a pu être plus par le passé. Et en fait, c'est un peu complexe de rentrer dans ce détail-là à ce moment-là sans avoir expliqué comment on évalue la perf de chacun des canaux. Faisons-le maintenant, alors, dans ce cas-là. Alors, faisons-le maintenant. Donc, en fait, la manière d'évaluer la performance aujourd'hui, notre clé de lecture côté acquise, ça va être la méthode du CPA déclaratif. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est à tous nos clients qui ont passé commande avec nous, on va leur envoyer une enquête post-achat pour leur demander, évidemment, si la session s'est bien passée. C'est hyper important. Quelle satisfaction ils en ont eu, s'ils ont du feedback à nous faire. Donc tout ça va être évidemment hyper important ensuite pour alimenter la roadmap produit ou dans d'autres services. Et on va aussi leur demander comment ils ont connu Wikasa. Et donc, c'est une méthode qui est critiquée par certains. Il y a des biais, la donnée est incomplète, etc. Mais en tout cas, chez nous, ça fonctionne bien parce qu'on va dire que les biais sont comparables à eux-mêmes dans le temps. Donc en fait, le mode d'analyse marche bien pour ventiler la performance, l'acquisition de nouveaux clients par canal et ainsi en déduire le CPA de chaque canal en fait, de manière assez claire et précise. Et l'énorme avantage aussi que j'y vois, il y en a 2 autres, je dirais que c'est en fait on est quand même dans un monde où la donnée se fait de plus en plus rare. Donc tout ce qui est adblocker, ITP, cookie consent et compagnie. Donc, quand bien même on saurait traquer les canaux online et faire un super marketing mix modeling, en fait, c'est très, très compliqué d'avoir toute la donnée. Et finalement, la donnée que le client va déclarer par lui-même de manière volontaire en post-achat, elle est super intéressante. Et nous, on l'utilise tous les jours. Et puis, ça permet aussi, comme on est web et app, ça permet de pas avoir de soucis entre chaque plateforme d'acquisition. Si le client a dit social ads, qu'il a été exposé à une campagne de download d'application ou à une campagne social ads web, en fait, on s'en fout un petit peu à la fin. C'est comme ça qu'on va piloter l'allocation des budgets tous les mois. Est-ce que vous avez des surprises ? Je te dis ça parce que nous, le CAC déclaratif, évidemment, aussi, on est des grands fans. Voilà, sur beaucoup de clients. Et il y a une analyse qui est tout le temps là. C'est que ça va remettre un peu Google au bon endroit. C'est-à-dire que parfois, Google te donne des CAC qui sont très, très intéressants. Et puis quand tu demandes après les gens comment est-ce que tu as découvert, tu te rends compte que Google est moins représenté, forcément, parce que dans les comportements, c'est assez rare de découvrir une marque dans Google. Ouais. Et donc, ça dit pas que Google n'est pas efficace, ça dit juste que en mettant plus d'argent dans Google, tu vas pas te faire découvrir par plus de personnes. Est-ce que vous avez des genres d'arbitrage que vous avez pris suite à des observations du CAC déclaratif ? Oui, complètement. En fait, Google, effectivement, il s'attribue, pour nous, c'est à peu près... En fait, en CAC déclaratif, il va nous rester qu'à peu près 2/3 des conversions que Google s'attribue lui-même. Malgré tout ce qu'on a dit, cookie consent et une compagnie. En fait, au départ, il s'en attribue probablement beaucoup plus. Enfin, il s'en attribuerait beaucoup plus s'il avait la lecture de tout. Donc, oui, ça remet Google à sa place. Et surtout, ça permet de récompenser, en fait, de mieux noter, de mieux évaluer la performance de canaux plus haut de funnel. Donc, je pense évidemment au offline. Nous, c'est vraiment notre méthode d'analyse du offline. Et à ce sujet, il y a d'autres méthodes comme les méthodes d'incrément, par exemple d'uplift. OK, ma campagne a duré 3 semaines. Quel uplift j'ai observé pendant les 3 semaines ? C'est bien. Mais je trouve que ça fait pas honneur à toute la rémanence d'un canal offline. En fait, tout ce qui va arriver après, pendant 1 an potentiellement. Enfin, nous, en tout cas, on a de la rémanence parfois plus de 1 an après l'activation d'un canal offline. Et quand on regarde les chiffres, en fait, on va avoir à peu près la moitié des conversions qui sont générées durant la campagne et le reste un peu en fil rouge pendant des mois durant. Donc oui, ça rend plus honneur à des canaux plus haut de funnel comme le offline ou les social ads dans une moindre mesure, mais c'est aussi le cas. Sur l'offline, ça veut dire que vous le jugez à la perf, au CAC déclaratif. Ouais, mais on ne le juge pas que à la perf. En fait, effectivement, enfin c'est un point qui est hyper important. Donc
Niveau organe entreprise, moi je suis responsable d'acquisition. J'ai Fanny qui est Head of Brand chez nous et qui va s'occuper de tout ce qui est sujet de marque, contenu, communication. Et on va porter toutes les deux enjeux principaux. C'est à la fois la notoriété et la performance. Donc en fait, on le co-travaille et on sait que c'est pas l'un ou l'autre. En fait, il faut vraiment travailler les deux et chaque canal peut être efficace sur ces deux sujets. Et là-dessus, on a une méthode un peu particulière et qui consiste à déjà, on fait tourner des brand trackers tous les 3 mois pour évaluer en fait notre niveau de notoriété. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est un brand tracker? Ouais, donc un brand tracker, c'est une étude menée en externe. Nous, on passe par exemple par YouGov, mais il y a d'autres organismes qui le font et qui va aller interroger un panel suffisant de personnes représentatives du marché français ou anglais, par exemple, et savoir si les gens connaissent Wikasa. Et puis, donc ça va être le premier niveau. Donc, est-ce qu'ils nous connaissent? Nous, pour l'instant, on est sur notoriété assistée. Donc, est-ce que vous connaissez Wikasa? Quand on devient très, très gros, on fait du top of mind, qui est l'acteur que vous connaissez en ménage à domicile, par exemple. Et pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui disent nous connaître, en fait, on va leur demander « Et comment vous avez connu Wikasa ?» Et ça va nous permettre, de la même manière qu'on le fait côté acquisition, côté conversion, on ventile la performance par canal, et bien côté awareness, on va pouvoir ventiler la génération de notoriété par canal. Donc en fait, on voit qu'on a 2 lignes qui apparaissent. L'acquisition, l'awareness, la perf, l'awareness. Et du coup, on est capable ensuite de dire, ce canal, la télé par exemple, est 4 à 5 fois plus awareness-driven que perf-driven. Mais la télé nous fait quand même de la perf. En fait, il ne fait pas l'un ou l'autre, il fait les deux. À l'inverse, Google, dans la matrice, Google est le plus perf-driven, évidemment. Ouais. Et puis, il y a des canaux qui sont un peu plus au milieu. Et du coup, en fonction de la situation dans laquelle on est. Typiquement, quand par exemple le scale des budgets entraîne une augmentation des CAC, une situation que beaucoup de gens connaissent, ça nous montre qu'il faut réinvestir sur le haut de funnel en fait, à ce moment-là, pour générer de l'awareness et élargir les bassins d'audience et ensuite mieux travailler la conversion. Et donc là, tu mets l'argent là où tu as le meilleur incrément d'awareness pour les euros dépensés. Exactement. Et donc, on va jusqu'à calculer le coût de points de awareness gagnés par canal, en fait. Et il y a des canaux qui ont un coût au point de awareness vraiment pas si cher, en fait. Un point de awareness, c'est le pourcentage de personnes qui répondent oui à la question est-ce que je connais Wikasa? Ouais, c'est ça, le point. Ouais, c'est le point supplémentaire parce qu'on est sur une courbe ascendante, évidemment, mais effectivement. Et donc, ça veut dire, parce que, alors, en préparation de cet épisode, qu'on s'était appelé la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, mais tu t'en souviens forcément parce que ça fait partie de ton travail, c'est que vous m'aviez dit que vous n'aviez pas d'enveloppe brand et d'enveloppe perf. Ouais. En fait, c'est ce que tu dis, vous faites des allers-retours quand le CAC qui se pète la gueule, c'est le moment d'aller réinvestir un petit peu en haut de funnel. C'est un peu ça. En fait, c'est un équilibrage permanent. On essaie d'anticiper, donc d'éviter au max que les CAC se pètent la gueule. Mais globalement, oui, c'est ça. En fil rouge toute l'année, on veut avoir des petites campagnes offline un peu tout le temps sur les différentes verticales et ainsi, enrichir nos audiences. Plus milieu de funnel, créer des audiences milieu de funnel pour aller les faire convertir en bas de funnel. Mais globalement, oui, c'est ça. Les budgets c'est le même budget marketing. Le media buying se fait dans mon équipe. Et puis tout ce qui va être contenu, ads, production de publicité et puis choix du message envoyé va se faire chez Fanny. Ouais. Donc en brand. En brand, côté brand. Je vais revenir sur ma question du démarrage. Donc juste pour bien refaire l'arborescence que j'imagine vous, en tant qu'auditeur des boîtes d'acquisition, vous avez suivi. Donc on est dans la partie attribution du budget marketing, brand et perf. Donc en brand, c'est mesuré avec ce sondage que vous faites, donc avec YouGov, qui vous permet de mesurer les points d'awareness que vous gagnez sur Wikasa. Et en perf, c'est mesuré avec du CAC déclaratif. Ma question à la base, c'était est-ce qu'il y a déjà, entre des canaux perf, des arbitrages que vous avez pris en vous rendant compte qu'il y avait un CAC déclaratif qui était plus haut que ce qui a été déclaré dans un CPA plateforme? Donc vous avez changé en fait l'allocation performance. Ça complètement, notamment plutôt, donc ça date un peu parce que cette méthode a été mise en place avant mon arrivée, hein, donc j'ai aucun mérite là-dessus. Mais globalement, ça a eu tendance au fil du temps à renforcer les budgets côté social ads et plutôt conserver des budgets Google Ads à peu près constants dans le temps. En fait, globalement, c'est ça l'effet que ça a eu. Okay. Deux canaux perf. Voilà. On n'a pas parlé de la différence entre vos stratégies sur le web et sur l'app. Donc ça, c'est en perf. Ça veut dire qu'en fait, sur chaque canal, donc je prends l'exemple Meta, vous avez des campagnes conversion directe, customer, et des campagnes via de l'app. Ouais. Vous les pilotez toutes les deux au CAC, au CPA. Alors, pour l'app, c'est un peu particulier. Ouais. On le pilote au download, mais on regarde le CAC. Ouais. Mais on optimise au coût par install. Parce qu'en fait, on n'est pas sur pour l'instant, on n'a pas atteint des volumes suffisants pour que l'algo fonctionne bien. Donc, on fait la méthode, on remonte d'un cran
Et on fait à la micro-conversion. Et la micro-conversion, c'est l'install. Ok. Et comment vous allouez le budget entre les deux, entre l'app et pas l'app? En fait, c'est celui qui fonctionne le mieux. Et aujourd'hui, pour l'instant, c'est le web. Ok. Notre app, elle est super pour la rétention, un peu moins pour la conversion. Donc aujourd'hui, on est encore très, très web-driven dans l'acquisition. Et puis après, tout le repeat customer va se faire dans l'app. Mais on est quand même plus mature et plus robuste côté web acquisition. Ça ne nous empêche pas d'avoir des budgets app. Voilà, c'est des plus petits budgets et ça marche sur des audiences plus jeunes. Spoiler. Okay. On peut rentrer un peu dans le détail de chacun des canaux côté customer pour savoir un peu si vous faites des trucs en particulier sur Google ou sur Meta qui pourraient être utiles pour nos auditeurs qui seraient dans des problématiques un peu similaires. Est-ce que tu as peut-être 2-3 bonnes pratiques qui te viennent en tech comme ça? Sur Google et Meta? Ouais. Il y en a des tonnes, franchement. Ouais, c'est compliqué de les lister comme ça, mais je dirais Meta, moi, on respecte pas trop les bonnes pratiques que Meta donne eux-mêmes. On va être sur une diversification des campagnes. Donc en fait, le compte est suffisamment gros pour que... c'est l'inverse de ce que j'ai dit en SI, hein, mais on a suffisamment de budget pour avoir plusieurs lignes de campagne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, on va avoir des strates différentes. Et notamment, on va avoir des placements différents. Donc, on va différencier le story du feed, par exemple. Dans des campagnes différentes ? Ouais, dans des campagnes différentes, puisque les ads ne sont pas les mêmes. Et puis, en fait, ça va être chaque campagne va nous permettre de tester de nouvelles créas. Donc, en fait, c'est un peu... Dès qu'on branche une nouvelle créa, plutôt que de la brancher dans une campagne historique, on la branche dans une campagne test, entre guillemets. Bref, donc on a un compte qui est quand même assez complexe. Et voilà, il y a plusieurs niveaux de campagne, mais ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs quand une campagne se pète la gueule. En fait, on la coupe. C'est pas grave. Et on a toutes les autres qui tournent en parallèle. Donc ça doit être un joyeux bordel sur le Business Manager, parce qu'avec vous avez des campagnes par ville ou c'est au niveau audience? Justement, non. En fait, on n'a pas du tout de notion de ville dans nos campagnes. Soit on branche les ads, soit on les branche pas. Et une fois qu'on les a branchés, on est live sur toutes les villes ouvertes. D'accord, donc tu as tout dans la même audience. Ouais. Ok, donc ça veut dire que tu ne peux pas monitorer ton budget quand campagne par campagne. Mais en géographique, si du coup t'as finesse... Ah oui, non, effectivement. Alors, effectivement, c'est... effectivement, l'algo dépense là où il a envie de dépenser. Okay. C'est exactement ça. Donc, comment tu fais quand tu as besoin, dans une ville en particulier, d'acquérir plus de clients? De clients, ouais. Alors, ça nous est arrivé de faire de la surpression dans des campagnes en plus. Mais en vrai... Tu rajoutes une campagne On rajoute une campagne dédiée. Mais en vrai, c'est pas dingue parce que tu as des petits volumes. T'es obligé de remonter encore, de faire à la micro-combe. Et puis, en fait, on n'a pas besoin de ça. Enfin, notre produit est suffisamment... il a fait ses preuves sur le marché français et il marche à Paris, il marche à Lyon, il marche dans toutes les villes de France. Et c'est pareil au UK, en fait. Donc, c'est pas trop spécifique localement. Enfin, il n'y a pas de spécificité locale. Et ouais, en fait, pour vous, un utilisateur à, Chartres et à Lille... C'est un peu la même chose. Finalement, c'est celui qui a CAC le plus bas qui est le plus intéressant. Exactement. Ok, d'accord, superbe. On parle d'influence, tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Influence, écoute, c'est le canal qui est géré dans l'équipe de Fanny. Ouais. On fait quand même de l'influence à la perf, ça n'empêche pas. Ça nous génère aussi énormément d'awareness. C'est un canal très awareness-driven, mais qui marche à la perf aussi. L'historique derrière, en fait, c'est que sur l'influence, en tout cas, c'est un peu mon parti pris. On a besoin de personnes qui sont un petit peu moins analytiques que ce que je peux avoir dans mon équipe. Des gens un petit peu moins comme moi. En fait, on parle de babysitter, d'influenceurs. Non, c'est très mal dit, mais globalement, il faut vraiment être là, les coacher, leur donner notre discours de marque, leur expliquer le produit, les relancer, etc. On est vraiment sur un job de très, très, très relationnel. Et on passe, la personne qui gère l'influence passe beaucoup de temps faire des vocales sur WhatsApp. Donc, c'est pas les mêmes skills et c'est aussi pour ça. Et puis, il faut infuser le discours de marque. Donc, c'est aussi pour ça que c'est chez Fanny. Mais globalement, c'est comme ça. On marche au code promo, comme un peu tout le monde. C'est très attendu sur ce canal. Voilà, et on gère tout en direct. Oui, ça, je l'ai pas dit, mais c'est le cas pour tous les canaux, en fait. Ok. Et ça vous a amené vers des plateformes en particulier ou des types de créateurs avec lesquels ça marche bien? On est assez mature sur Insta depuis plusieurs temps. Et puis, on fait un peu de TikTok, un peu de YouTube, mais c'est plus à la marge. Globalement, on est très mature sur Insta. Placement story. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé? Parce que là, j'allais te lancer un petit peu sur les enjeux ce que vous allez continuer à travailler dans le futur. Qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux? Ouais, peut-être parler un peu de... Effectivement, on a parlé de repeat, sans forcément parler d'une composante importante. En fait, on travaille la LTV, c'est peut-être assez peu commun. On travaille vraiment la LTV dès l'acquisition. C'est-à-dire on est en charge d'acquérir des nouveaux clients, mais on n'est pas en charge d'acquérir... un client n'est pas égal à un client. Donc, on est vraiment en charge d'acquérir
les meilleurs nouveaux clients possibles. Donc ça complexifie encore un peu le modèle. Comment on fait ça ? En fait, on a modélisé avec la team data le fait que suivant la verticale d'entrée du client et la valeur de sa première commande, en fait, la LTV est une fonction de ça, qui prend en compte ces 2 paramètres. Donc ça nous permet de prédire. Nous, on travaille sur une LTV à 12 mois parce que c'est suffisant. Plus, ce serait vraiment trop long pour avoir la data, mais ça nous permet de prédire la valeur d'un nouveau client. Donc ça, c'est une info qu'on va renvoyer de manière micro à toutes les plateformes publicitaires. Donc pour chaque conversion, on va associer une valeur et c'est cette valeur de LTV. C'est intéressant. On ne pilote pas suivant cette valeur parce qu'elle fluctue un peu trop dans le temps, donc ça apporte trop de complexité. En revanche, dans l'allocation des budgets par canal, on va évidemment regarder le ROAS. Du coup, c'est pas un ROAS, c'est un predicted LTV sur cost, mais des canaux en question. Et donc, l'utiliser dans l'allocation budgétaire. Donc on l'a dit, on regarde la conversion générée par un canal, le awareness généré par un canal et aussi la LTV générée par un canal. C'est super intéressant. Parce que chez les e-commerçants, nous, on fait un truc beaucoup avec nos clients, c'est l'optimisation à la marge. Donc, en fait, on va remplacer la valeur de conversion par la marge. Là, ce que tu fais, c'est que tu remplaces avec votre métrique maison. Ouais. Mais vous l'utilisez pas, c'est-à-dire c'est pas une conversion que vous pouvez sélectionner dans... Non, on l'a testé, On l'a testé, mais moi je trouvais ça trop volatile, c'est trop saisonnier, et du coup ça pète tout. Mais on l'utilise de manière plus macro, de manière agrégée, ou par exemple quand on arbitre entre 2 campagnes, là il y a suffisamment de volume pour dire ok, c'est significatif. Je préfère cette campagne-là qui va me générer plus de predicted LTV que l'autre. Et donc, on peut couper aussi suivant ce critère-là. Et puis, on s'arrête pas là. Parce que ça, c'est cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on optimise d'un point de vue canal ? Évidemment, on l'utilise d'un point de vue produit. Donc, ça veut dire, en fait, vraiment, si on pousse le truc jusqu'au bout, d'un point de vue produit, ils ont pour mission d'optimiser la conversion. Nous, on a pour mission d'optimiser les CAC. Ça, c'est la lecture un peu basico-basique et qui est pas complètement vraie. Mais en vrai, on est complètement OK avec le fait que si on dégradait un tout petit peu la conversion, mais si on s'y retrouve largement en termes de predicted LTV généré, en fait, on est prêt à le faire. Donc, on va vraiment sur des trucs assez peu intuitifs et on va assez loin là-dessus dès la première conversion en fait, d'un client. Donc, ça veut dire que dans ton reporting acquisition, le CAC peut pas être pris sans regarder autour, quoi. Parce Exactement. Que si tu as optimisé pour ça, Exactement. En fait, la métrique phare à la fin du reporting, ça va être le LTV sur CAC. Ok, très intéressant. Attends, j'avais une question juste avant. Oui, voilà, je me demandais. Donc, ça veut dire, en gros, si vous utilisez la predicted LTV pour piloter les campagnes, c'est forcément doit y avoir un groupe d'utilisateurs et de clients potentiels qui va utiliser plus de fois votre app. Je me demandais si, à l'échelle micro, genre en termes de comportement, les gens avec lesquels vous avez discuté, les clients, est-ce que ça correspond à un comportement d'achat particulier ? Est-ce que, je sais pas, c'est les... Non, je dis n'importe quoi, mais ça peut être les personnes qui viennent de s'installer dans leur appart et qui en fait en moyenne font... Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas ? À l'échelle micro, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Que ça se traduit ? À l'échelle micro, ça veut dire quelque chose. Alors, on n'est peut-être pas aussi loin dans le comportement du user. En revanche, en fait, on va le croiser. Donc, je t'ai parlé de LTV par canal. Moi, ce que je vais regarder, donc, on a parlé de l'enquête post-purchase tout à l'heure. Ça nous permet, de connaître les CAC déclaratifs. Mais on en profite, évidemment, à ce moment-là, pour poser d'autres questions. Type âge, composition familiale, ce genre de petites questions. Parfois, revenus. Que tu arrives à corréler avec de la LTV ? Bien sûr, ouais. Donc, ça veut dire c'est les grands facteurs, ok. Ouais, il y en a, en fait, pour nous, en tout cas. Attention, c'est pas des règles. En tout cas, chez Wikasa, ça compte. Et donc, à la fin, ce que ça veut dire, c'est de la même manière que, de ce qu'on disait pour le produit, c'est nous, on est OK pour dégrader un petit peu les CAC si sur, j'ai n'importe quoi, sur telle tranche d'âge, sur tel genre. Parce qu'en fait, on sait qu'en LTV, on va se rattraper. Et encore une fois, à la fin, c'est tu veux maximiser ta LTV, minimiser tes CAC, mais en fait, tu veux surtout maximiser le ratio. Donc, peu importe. D'accord. Et le volume du ratio, tu vois, évidemment. Et donc, LTV sur c'est quoi les facteurs qui sont les plus corrélés à une haute LTV pour vous ? Tu disais que tu avais la valeur du premier achat, qui est importante. Après, tu vas avoir des trucs, je sais pas, la tranche d'âge. Surtout la verticale d'entrée. La verticale d'entrée, c'est vraiment... Ah, ok, oui. Okay, tout simplement. Est-ce que ta première commande, c'est une coupe-homme ou est-ce que c'est un ménage toutes les semaines ? Ok. Il y a beaucoup de transitions alors avec des gens qui arrivent pour le bien-être et qui vont prendre du ménage. Oui, on fait beaucoup de cross-sell. Ça se fait... Oui. Parce que ça, c'est un truc que vous faites avec du CRM, ça, pour le coup, pas avec de l'ADS. Oui, zéro budget en repeat. Ok, d'accord, très intéressant. Et donc, ça, alors, du coup, j'avais pas posé la question sur la finesse entre les typologies de ménage, bien-être. Je notais garde d'enfants aussi. Ouais. Est-ce que ça donne lieu à des campagnes différentes aussi ? Complètement. Okay. Effectivement. En fait, on a toutes nos campagnes redirigent vers une landing dédiée. Et donc, en fait, chaque campagne va fonctionner
Si on fait une campagne wellness, en fait, on va renvoyer vers une certaine page. Si on fait une campagne ménage, on renvoie vers une certaine page. Et puis derrière, nous, d'un point de vue même entreprise, c'est hyper important de faire ça. C'est-à-dire d'être capable de réallouer un certain montant de spend marketing à chacune de nos business units qui ont leur particularité. En fait, c'est comme si on avait plusieurs entreprises à l'intérieur. Et donc, en fait, au même titre que vous en foutez qu'un utilisateur vienne de Chartres ou de Lille, peu importe si c'est du ménage ou du bien-être. Là, pour le coup, si, ça importe. C'est-à-dire qu'on a vraiment des targets différentes sur chacune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que c'est important de se donner des targets réalistes et en même temps ambitieux sur chacune des verticales. Et si en fait on avait vraiment les pleins pouvoirs, je suis pas sûre qu'on tirerait dans le bon sens pour l'entreprise. Enfin, c'est pas forcément. C'est compliqué comme question. Ouais. Je vois, mais parce qu'en fait, du coup, je me disais, ça veut dire que parfois vous pouvez avoir des résultats pas très bons où vous êtes, parce que j'imagine que les CAC sont pas les mêmes en fait en objectif selon ces verticales. Exactement. Si les LTV sont pas les mêmes, ça veut dire que parfois vous pouvez avoir une verticale sur laquelle vous avez du mal sur un mois en particulier, et là vous pouvez pas vous dire que je vais temporiser et je vais plutôt aller chercher des gens qui font qui achètent du ménage. Ok, alors c'est partiellement vrai, c'est vrai que dans ces cas-là, j'ai le droit de reverser du budget d'une verticale à l'autre. Ouais. Mais mon ratio LTV sur CAC reste inchangé sur chacune des verticales. Voilà. J'ai le droit de faire des transferts de budget. En revanche, il y a des targets d'entreprise, il y a des gens, tu vois, par exemple. Voilà. En fait, on en parlait tout à l'heure. On a une équipe, par exemple, de sales. Pour qu'ils aient du boulot, il faut leur apporter des leads. Et pour que les leads aient du travail, il faut leur apporter des clients. Donc, en fait, tu vois, il y a toute la machine derrière qui est quand même qui est dépendante de ça. Donc, on peut le faire un peu à la marge, mais quand même une strate d'entreprise c'est à ça que je pensais, parce que c'est des problématiques qu'on a sur nos clients en génération de leads où parfois même si le CAC est pas bon, il y a des sales qu'il faut alimenter et ça te coûte plus d'argent en fait qu'ils aient rien à traiter. Exactement. T'as un coût d'opportunité, exactement. Ouais. Donc je comprends. Et en fait, comme vos sales, vous, ils sont pas géographiquement, il n'y a pas un sales de Chartres, un sales île. Donc finalement, c'est pour ça qu'il y a une différence. Ok. C'est d'un point de vue produit, donc on essaie d'optimiser le taux de conversion, évidemment, la prédictive d'LTV. Et du coup, ce que ça nous a permis de faire aussi, cette équation de prédictive d'LTV, c'est de dire, OK, la valeur de la première commande a un impact. Donc en fait, ça donne comme des micro-objectifs pour optimiser la prédictive d'LTV. Et donc, travailler, ça paraît évidemment que travailler son AOV, c'est important. Mais travailler son AOV pour acquérir de meilleurs clients, c'est une autre manière de voir la chose. C'est vraiment, c'est le travailler très très tôt, en fait, dans le parcours d'un client. Et je pense que ça, c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire, ah, mais ça viendra après, en repeat et tout. Non, mais en fait, si déjà tu as fait le travail dès le début, ça change tout après. Et comment tu travailles ton AOV, du coup, sur... Parce que c'est pas plus ou moins le même prix pour... Si, mais ça peut être, par exemple, en bien-être, ça peut être, tu prends une manucure, tu fais un petit massage des mains en plus, petit bonus. En ménage, c'est la recommandation, par exemple, du nombre d'heures en fonction du nombre de mètres carrés. En fait, si tu pousses vraiment le client à respecter nos recos, tu vas augmenter ton AOV. Et typiquement, en ménage, j'en ai pas parlé, mais on a 4 services différents, en fait. Tu vas avoir un ménage pour une seule fois, ménage récurrent, donc toutes les semaines. Et après, on a 2 services de ménage qui sont plus chers parce qu'ils sont beaucoup plus physiques et beaucoup plus complexes. Ménage de printemps, ménage état de lieu. Et là-dessus, par exemple, on n'est pas au même tarif horaire. Donc, en fait, tu as la composante tarif horaire, tu as la composante nombre de mètres carrés, superficie, combien d'heures tu prends en fonction de ta superficie. Et donc, via ces mécaniques-là, en fait, tu peux quand même travailler ton paiement. D'accord, ok. Ouais, complètement. D'accord. C'est quoi vos enjeux ? Écoute, je sais pas quand est-ce que le podcast va être diffusé, mais globalement... On est très content d'être en France, on est très content d'être au UK, on est très content d'avoir un product market fit sur ces 2 pays. On se rend compte qu'on a des audiences qui se ressemblent, on a les mêmes enjeux, on a les mêmes canaux. Donc, évidemment, l'expansion internationale est un sujet pour bientôt. Top. Écoute, Marine, je crois que je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. J'espère qu'on aura réussi à suivre plus ou moins une trame claire, mais il y avait beaucoup de sujets que j'avais envie de traiter. Et parfois, je suis un peu revenu à ceux d'avant et tout. Donc, j'espère que ça aura été suivable par nos auditeurs. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais te poser la toute dernière question de ce podcast que tu connais. Est-ce qu'il y a une autre marque dont toi tu admires les stratégies d'acquisition ? Merci Théo. Écoute, moi j'aime beaucoup les ads de Yad et puis de Yad Paris et de Sisters Republic. Donc là, je parle de social ads. C'est des ads que je trouve d'un côté ultra authentiques et puis de l'autre pour Sisters Republic plutôt drôle, mémorable. Voilà, je trouve qu'ils ont craqué un truc au sujet du thème de la chanson, un peu décalé, un peu déjanté. Et ça me fait beaucoup rire en tout cas. Mais j'ai pas encore acheté. Top. Peut-être qu'on les recevra dans le prochain épisode des Brut Acquises. En tout cas, elles sont sur ma liste d'invités potentiels. Trop bien. Merci beaucoup Marine pour ton temps. Merci Théo. Salut tout le monde et à la prochaine.